Vous savez, j'adore le cinéma. C'est un art que j'admire puisqu'il arrive à mêler artistiquement l'image, le son, l'intrigue et plein d'autres choses qui font que ça fait du cinéma un truc de ouf. Alors bon, il y a énormément de films à chier, je suis d'accord avec vous, mais c'est vraiment un moyen vraiment puissant d'exprimer un point de vue, délivrer des messages. Alors aujourd'hui, on va parler du mouvement qui a réussi à établir le cinéma en tant qu'un véritable art, avec des chefs-d'œuvre, avec du cinéma d'auteur. C'est vraiment grâce à ce mouvement, entre autres, que le cinéma a pu être reconnu en tant qu'art à part entière. Et aujourd'hui, au roulement de tambour, sauf qu'évidemment, vous le savez dans le titre, on va parler de la nouvelle vague. Alors, qu'est-ce que la nouvelle vague? Eh ben moi, je sais ce que c'est la nouvelle vague. Mais si la nouvelle vague, ça s'est passé au Japon, tu sais en 2010 là, avec les tsunamis, tout ça, c'était ça la nouvelle vague. Et puis il y a plein de Japonais qui sont morts, et tremblements de terre, et Fukushima, tout ça, c'était marrant hein. Mais c'était ça la nouvelle vague. Bah oui, puisque ça succédait à la vague là qu'il y avait eu en 2003 en Thaïlande. J'ai pas raison, c'est pas ça? Non? Non. Non, c'est pas ça, non. Tu sors. This is the end, my only friend, the end of our elaborate plans, the end. La nouvelle vague est un mouvement du cinéma français des années 60. Les années 60, c'était vachement rigolo comme période. Je vous ai fait d'ailleurs un petit montage pour que vous vous rappeliez à quoi ça ressemble. C'est dans tout ce bordel historique qu'est née l'envie de faire du cinéma autrement. L'idée de la nouvelle vague commence d'une façon pas très commune. En effet, c'est d'abord l'histoire d'un groupe de critiques qui veut devenir réalisateur. En 1952, François Truffaut, Jean-Luc Godard et Jacques Rivette arrivent au cahier du cinéma, spécialisés dans tout ce qui est critique de cinéma, un peu comme je sais pas moi, Studio Ciné Live ou Première aujourd'hui. Ils commencent d'ailleurs à y rédiger certains articles, mais surtout des thèses par rapport au cinéma d'auteur. Ils commencent à attribuer à certains réalisateurs le statut d'auteur, ce qui revient à analyser une œuvre dans un tout, c'est-à-dire non seulement analyser un film, mais aussi l'entière filmographie d'un auteur. Et là je me permets une petite parenthèse, parce que ce qu'ont fait les auteurs cinéphiles de la nouvelle vague, c'est assez injuste en fait. Parce que, au final, c'est quoi les critères objectifs qui permettent de qualifier un cinéaste d'auteur? C'est vrai, et puis, est-ce qu'un cinéma vaut mieux qu'un autre dans ce cas-là? Et pourquoi le cinéma d'auteur devait être plus respecté qu'autre chose? On peut se poser la question comme quoi, est-ce que c'est pas la preuve que le cinéma appartient à une élite? Ça c'est bizarre dit comme ça, mais on trouve un peu ce genre de problème partout. Dans le théâtre, la danse, et ça revient un peu à créer une élitisation de la création. Parce que certains cinéastes metteurs en scène sont considérés comme des créateurs. Et il n'y a pas vraiment de justice par rapport à ça. Pourquoi est-ce que quelqu'un devrait être plus créateur qu'un autre? C'est un sujet qui est assez critiqué par Franck Lepage dans ses conférences gesticulées qui sont disponibles sur YouTube. En gros, dire qu'il y a des films d'auteur revient à séparer le cinéma en plusieurs catégories non justifiées. Voilà, c'est la fin de la parenthèse, c'est un peu osef, je suis d'accord. Bref, donc les joyeux zigotos de la nouvelle vague commencent aussi à se poser des questions. C'est vrai, pourquoi pas eux aussi faire du cinéma? Et en effet, le premier film considéré comme de la nouvelle vague est Le Coup du Berger, un court-métrage de Jacques Rivette sorti en 1956. À sa sortie, le court-métrage est vivement critiqué, même si au final on peut considérer comme un déclic au sein du 7ème art. Et là, vous devez très certainement vous poser une question. Pas vraiment, non. Pourtant, il y a un fait qui doit vous intéresser. Je suis tout oui. Une véritable énigme. J'écoute. Un des plus grands mystères de l'humanité. Mais putain, c'est quoi? Pourquoi parle-t-on de 7ème art? Eh bien, pour répondre à cette question, je vous recommande chaudement une vidéo de Miradé qui parle du sujet. Ah, bah c'est gentil d'en parler, merci. Pas de rien, écoute, c'est normal. Je te dois combien? Attends, pardon? Bah, pour la promotion, la pub, tout ça, je te verse un salaire, non? 2 3 Soleil. Lune. Bon, du coup, je dois te payer combien? Et c'est-à-dire qu'en fait, je comptais pas être payé, tu vois. Ah, tant mieux. J'ai pas de thunes de toute façon. Évidemment, le succès de ce mouvement, on le doit à plusieurs réalisateurs, comme par exemple François Truffaut ou Godard. Mais pas seulement, puisque la nouvelle vague, c'est aussi des personnages, comme celui d'Antoine Doniel par exemple. Salut, je suis Antoine. J'adore cette blague. Ça rend vraiment le mouvement hyper intéressant. Je parle cinématographiquement parlant. La plupart des réalisateurs de la nouvelle vague sont issus des cahiers du cinéma. Au début des années 60, la plupart ont déjà réalisé leur premier long métrage. Attention, histoire de rigoler un peu, je vais vous faire la liste complète des réalisateurs de la nouvelle vague. Ça va faire un peu Pokémon. François Truffaut, Jean-Luc Godard, Jacques Rivette, Claude Chabrol, Éric Rohmer, Pierre Cast, Jacques-Daniel Valcroze, Agnès Varda, Jacques Demy, Jean Rouch, Jean-Daniel Paulet, Chris Marker et Alain Resnais.
Effectivement, dit comme ça, c'est pas énorme, mais quand on sait qu'une dizaine de personnes ont réussi à faire bouger le cinéma français en lui donnant un grand coup de pied au cul, ben c'est plutôt cool. Ce mouvement n'est pas énormément élaboré, c'est plus une sorte de happening. Comme je l'ai dit en début d'émission, il s'inscrit dans le contexte historique de l'époque, la nouvelle vague ne fait que traduire un peu toutes ces idées. Et l'exemple le plus probant, c'est quand même la saga Antoine Doinel, jouée par Jean-Pierre Léaud. Tous les films d'Antoine Doinel, je dis bien tous, arrivent à illustrer un aspect de l'évolution de la société dans les années 60. Parce que ouais, putain, la nouvelle vague c'est quand même un vent de liberté, et cette liberté est vachement représentée dans ces films. Certains thèmes ne sont considérés plus comme des tabous, comme par exemple Jean-Luc Godard qui arrive à parler de prostitution ou des dessous du cinéma dans ses films. C'est assez hallucinant, surtout que ça a jamais été fait avant. Jamais personne n'a osé montrer ce genre de choses à l'écran. Les films de nouvelle vague sont aussi là pour dénoncer, comme par exemple le film Hiroshima mon amour, réalisé par Alain Resnais, avec le fucking scénario de Marguerite Duras, rien que ça. Un film sorti en 1969, c'est rigolo 69, lol, qui parle de la Seconde Guerre mondiale et surtout de la répercussion qu'elle a eu sur la jeunesse. En effet, dans ce film, les deux personnages sont une actrice qui a eu une relation avec un soldat allemand et qui a été humilié à la Libération, et un japonais survivant d'Hiroshima. Qui es-tu? Tu me tues. Tu me fais du bien. C'est là, il me semble l'avoir compris, que j'ai failli te perdre. Et que j'ai risqué de jamais te connaître. Pour revenir au personnage d'Antoine Doinel, on remarque que celui-ci évolue non seulement par rapport aux différentes périodes de sa vie, mais aussi par rapport à ses thèmes. Surtout qu'Antoine est très représentatif de son époque, de toutes ses époques en fait. Truffaut a su le modifier sans perturber l'essence même de ce qui faisait le personnage. Il a donc toutes les caractéristiques d'un protagoniste d'après-guerre, il est insouciant, libertaire et presque révolutionnaire. Et le fil rouge, mis à part dans les 400 coups qui est un petit peu à part, c'est l'amour. Plus précisément la recherche du bonheur par le biais de l'amour, et un peu de la sexualité aussi. Ce qui est pas mal représentatif de la société des années 50-60, où les thèmes de l'amour et du bonheur donc sont très présents au sein des consciences. Au travers par exemple du mouvement hippie ou même de la société de consommation. On remarque que... Eh oh s'il te plaît, tu veux pas faire mon émission à la place, ton petit? Oh bah je suis pas contre, il serait peut-être temps qu'il y ait un peu de sang neuf d'ailleurs, non? Putain, c'est ma vidéo, je fais ce que je veux. Bah pourquoi je suis là alors? Évidemment, la nouvelle vague a été critiquée comme encensée. Elle a eu vraiment un effet. Les critiques de cinéma se sont vraiment acharnés là-dessus. Mais même si on n'apprécie pas les personnes, on est obligé d'admirer leur travail. On peut voir que la postérité, c'est vraiment un mouvement qui a évolué. Le mouvement s'est subitement arrêté par la fin des années 60. Après, on peut se demander si la nouvelle vague est définitivement terminée, ou si ce qu'on regarde maintenant au cinéma est une sorte d'héritage de la nouvelle vague. La nouvelle vague a énormément inspiré, surtout au point de vue réalisation. C'est assez rigolo parce que la plupart des cinéastes n'ont jamais fait aucune école de cinéma. Et d'ailleurs, il n'y a pas de réelle école artistique de la nouvelle vague. Disons que chaque réalisateur de nouvelle vague a son style, mais au final, ils se rejoignent à peu près tous. Par exemple, on remarque certaines modifications par rapport au montage ou même l'utilisation de la voix off. Ils filment beaucoup plus la ville, les décors aussi. Certains films reprennent quelques éléments autobiographiques. Surtout la saga Antoine Doinel, qui est une sorte d'autobiographie de Truffaut. Mais la nouvelle vague est avant tout caractérisée par ses héros. Ces héros qui sont souvent jeunes et contemporains. Ce sont des personnes ordinaires à qui il arrive souvent des péripéties ordinaires. Il y a une sorte de réalisme dans ces films. On remarque aussi dans la réalisation un plan qui fait grave kiffer, c'est-à-dire le plan miroir. On commence par filmer une scène dans un miroir, la caméra se focalise sur un miroir ou un objet qui reflète la scène pour montrer ce qui se passe réellement derrière le miroir. C'est assez compliqué dit comme ça, mais avec des exemples ce sera beaucoup plus probant. On a aussi certaines nouveautés avec le regard caméra, un regard qui interpelle le spectateur, poussé par exemple à l'extrême dans House of Cards. Et au niveau des thèmes abordés, on a par exemple les mises en abîme. Mises en abîme sur le cinéma évidemment, comme par exemple le mépris de Godard qui parle du cinéma. Et qui est une mise en abîme puisque c'est quand même un film de cinéma qui parle de cinéma. C'est rigolo en fait, hein. C'est assez rigolo. Même si le mouvement restera éternel, on peut dire que les réalisateurs, eux, ne le seront pas et la plupart des réalisateurs de nouvelle vague ne réalisent plus aucun film. Ils ne sont plus du tout présents dans les médias actuels. Enven Godard. Un homme qui sera présent cette semaine à Cannes, dont je voulais vous parler, qui s'appelle Quentin Tarantino, qui vous adore, qui revendique votre influence. Il vous intéresse, Tarantino? Non, absolument. Comme on disait au XVIIIe siècle, un faquin. Un faquin. Un faquin, oui. Un pauvre garçon. Eh oui, parce que Jean-Luc Godard est l'un des seuls encore à ouvrir sa gueule. Jean-Luc Godard est l'un des derniers réalisateurs encore en activité. Même s'il faut avouer que certaines de ses idées actuelles ne me plaisent pas forcément. Je dois avouer que ça m'emmerde assez qu'un réalisateur de ce niveau se mette à clasher comme Cortex du Moyen-Âge. On pourrait dire en tant que bilan que la nouvelle vague fut une affaire de jeune homme désireux de donner au cinéma le statut d'un art à part entière. Parce que même si on était violemment critiqué par les autres revues de cinéma de l'époque, comme par exemple Positif,
On remarque qu'au final, c'est eux qui ont gagné. C'est eux qui ont réussi à modifier le cinéma au point d'en faire un art à part entière. Au vu de tout ce qu'on a dit, c'est assez compliqué de dire si, au final, la nouvelle vague c'était bien ou pas, pour être aussi manichéen. Il faut que vous sachiez que c'est vraiment un mouvement qui a marqué le 7ème art, et qu'il a vraiment reconnu en tant qu'art. Et ça, c'est super important. Alors certes, il y a eu des films géniaux qui sont considérés comme des œuvres d'art, comme par exemple Metropolis de Fritz Lang, dont je parlerai dans une prochaine mission. Mais à l'époque, c'était plutôt jugé comme un divertissement. C'est pour ça que Nouvelle Vague a marqué une véritable rupture. Tout ça pour dire que même si vous faites peut-être chier en regardant ces films, allez les voir, parce que c'est super important, et si vous aimez le cinéma, vous comprendrez. C'était nul comme conclusion. Voilà, le Playstart numéro 3 touche enfin à sa fin. J'espère que vous aurez aimé la vidéo. Merci encore à Mirane d'avoir voulu participer à la vidéo. Tout ça pour dire salut, c'était Monsieur J, en direct d'internet, et à ciao, bye bye.